Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Make our planet great again. How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste, vous écoutez Y'a le feu au lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce 12e numéro, je vais vous parler de football. Alors, à toutes les personnes qui, comme ma maman par exemple, ne sont pas très footeuses, rassurez-vous, on ne va pas parler de passement de jambes, pas de l'importance et les 3 points, ou encore de Neymar. Non, j'ai envie de m'intéresser à l'empreinte écologique du football, tout simplement, car il peut être considéré comme le sport national. Et si courir après un ballon sur un terrain, ça ne paraît pas bien polluant, il y a des à côté qui ne doivent pas être très glorieux. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui, est-ce que le football est écologique ? Champion du monde pour la 2e fois dans l'histoire du football français. Emmanuel Macron peut embrasser la présidente de la Croatie. Il ne saute pas les pas français. Il ne saute pas les pas français. Il ne saute pas les pas français. À ce moment-là, la France est championne du monde pour la 2e fois de son histoire, 20 ans après 1998. C'est l'euphorie, même moi je suis dehors à faire la fête dans les rues de Paris, alors que le lendemain matin, très tôt, je devais être à la radio pour présenter les informations dès 6h. Mais qu'importe, on chante, on crie, on célèbre, et 2 ans plus tard, aujourd'hui donc, je suis désolé, mais je vais casser un petit peu cette ambiance. Oui, parce que ces moments de fête ont un prix écologique. Selon les experts commissionnés par la Fédération internationale de football, le mondial de 2018 aurait émis plus de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre en un mois de compétition, ce qui représente grosso modo l'empreinte carbone annuelle de 200 000 Français. Sur ces 2 millions de tonnes, la grande majorité provient du transport, que ce soit des joueurs, du personnel de l'organisation et des supporters. Cette question du transport est absolument centrale quand on parle d'empreinte écologique du football. Le Parisien, 8 juillet 2020, Ligue 1 2 points, les footballeurs prendront-ils le train ? Dans cet article, on apprend que 82% des équipes du championnat de France utilisent des vols privés pour leurs déplacements et que presque 2 tiers des équipes pro prennent l'avion lors de chaque journée de championnat. Alors, évidemment, si le PSG va prendre un jet pour aller jouer à Lyon par exemple, ville qui est à 2 heures de train de Paris, ça va faire réagir. À juste titre ou pas, je vous laisse vous faire votre opinion. En revanche, il ne faut pas oublier le transport des supporters aussi. Au vu des immenses parkings autour des stades, il se fait donc souvent en voiture, et quand plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers vont au match en voiture, c'est un vrai problème. Alors que faire pour diminuer l'impact environnemental dû au transport ? Est-ce qu'il faut fermer tous les parkings voitures ? Est-ce qu'il faut les transformer en parking à vélo ? C'est ce que j'ai demandé à Antoine Mich, le président de l'association Football Écologie France. Les gens auront toujours envie de venir à un match de football. Donc l'idée effectivement, c'est qu'il y ait des échanges assez approfondis et très concrets entre notamment là où les collectivités concernées et le club de football. Et évidemment les parties prenantes du club de football, donc les groupes de supporters ou autres, sur comment on peut améliorer les choses. Fermer les parkings, c'est un peu brut, mais disons qu'on peut réfléchir aux différents modes de transport, que ce soit des transports collectifs ou des modes doux, et effectivement la question des garages à vélo, des incitations sur effectivement le transport en commun à travers effectivement les bus, les trams, etc. Sont à réfléchir. Ce sont pour certaines actions des investissements assez lourds, donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une vraie décision collective et que la collectivité soit vraiment dans les échanges et que le club soit vraiment volontaire. Donc il faut qu'on fasse avec, je veux dire, il y aura difficilement que des matchs à la télé. Un match, c'est d'abord une émotion collective et on a d'abord envie d'être dans un stade avant d'être devant sa télé.
Donc ce qui est ici l'enjeu, c'est vraiment les discussions et l'osmose qu'il peut y avoir entre le club, ses parties prenantes et surtout la collectivité qui, elle, a les leviers de l'aménagement autour du stade, des transports. Et quand je dis ça, je parle aussi évidemment de la métropole, puisque ce sont souvent les métropoles qui ont en charge ces sujets-là. L'empreinte écologique du football ne doit pas non plus être réduite uniquement à cette question des transports. En moyenne, un match de Ligue 1 génère 10 tonnes de déchets et il faut aussi prendre en compte la consommation d'électricité des stades tout au long de l'année ou encore la consommation d'eau pour arroser les pelouses. J'ai demandé à Antoine Mich quels sont les leviers pour que le foot devienne plus écologique. Il y a les actions concrètes et visibles. Ça peut être effectivement changer le type de matériel qu'on a, par exemple avoir des maillots ou des shorts en matière recyclée, avoir des ballons fabriqués de façon un peu plus écologique, repenser ses transports quand on va à des matchs, des tournois ou autres, viser le zéro déchet dans un stade plutôt que de maximiser le tri, parce que le meilleur déchet c'est celui qui n'existe pas, faut être réaliste. Donc ça c'est des choses, des actions assez visibles, et quand il y a une volonté et un peu de moyens, on y arrive. Maintenant, la première chose avant ça, c'est que les gens comprennent réellement l'enjeu. C'est-à-dire que nous, ça fait un certain temps que on navigue dans tout ça, et si on a créé cette structure-là, Football Écologie France, c'est bien sur, entre autres, un constat qui est de voir que les gens ont envie d'agir, mais ne comprennent pas forcément les enjeux entre le football et l'écologie. Et donc, c'est pour ça qu'on est en train de sortir un jeu qui s'appelle la fresque écologique du football, qui est un jeu ludique d'1h30 et qui est très collaboratif, et qui permet à un groupe de 10 personnes, quand on est dans une session de la fresque écologique du football, de comprendre vraiment tous les enjeux écologiques dans le football. Et ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que on peut avoir envie d'agir, mais si on n'a pas bien compris le sujet, on va agir de façon peut-être inefficace ou incohérente. Donc une chose importante avant tout ça, c'est que l'esprit, que les mentalités et que les connaissances évoluent sur le sujet. Parce que je pense que tout le monde a envie d'agir là-dessus. Mais encore faut-il bien le faire. L'objectif est donc que le supporter devienne un éco-supporter. L'éco-supporterisme qu'on vise effectivement à développer et à incarner de plus en plus, c'est le fait que chaque supporter se sente aussi citoyen, et que quand on est supporter, on peut très bien être éco-supporter. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que dans sa façon de pratiquer le football, parce que la plupart des gens qui regardent le football ou autres le pratiquent de façon régulière ou occasionnelle, voire certains en compétition, on peut le faire différemment, aller à l'entraînement, prévoir certains équipements du club, décider des actions du club dans la durée, etc. On peut pratiquer un football différemment. Et la deuxième chose, c'est on peut aussi être force contributive à l'action menée par le club. Donc si un club, alors que ce soit un club professionnel ou un club amateur, décide de faire des actions en lien avec l'écologie, peut-être que dans l'action, au lieu d'avoir 10, 15 ou 20 personnes, on sera peut-être 100 ou 200 personnes intéressées et contributives à l'action. Et donc l'impact positif se voit multiplié. Donc être éco-supporter, c'est aussi se penser comme citoyen, penser le football à travers certaines valeurs et certains enjeux, dont les enjeux de l'écologie. Alors être un éco-supporter, c'est bien, mais il faut que de l'autre côté, les clubs fassent leur part également. Et il faut être très clair, la situation est loin, très loin d'être idéale. Par exemple, à Marseille, le Vélodrome n'est équipé de poubelles de tri que depuis novembre 2019. Vaut mieux tard que jamais, mais quand même. Après, il existe d'autres initiatives. Le stade Louis II de Monaco a une pelouse particulièrement responsable vis-à-vis de l'environnement, par exemple. Le club a développé une technique qui lui permet de réduire sa consommation d'eau et l'utilisation de produits phytosanitaires pour entretenir le gazon. Le stade de l'OGC Nice produit, lui, 3 fois plus d'électricité qu'il n'en consomme grâce à ses 7000 m² de panneaux photovoltaïques. L'Alliance Riviera, qui, comme le stade de Lille par exemple ou celui de Lorient, possède des cuves de récupération d'eau de pluie qui sert à alimenter le réseau d'eau non potable. Mais alors, au championnat des équipes écolo, aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne rivalise avec le club de Forest Green Rovers en 4e division anglaise. L'équipe, 8 juin 2017, Forest Green Rovers, le club le plus écolo du monde.
Panneaux solaires, bouche de vache pour la pelouse, stade en bois, menu vegan, le club détonne en Angleterre, au point d'être présenté comme le club le plus vert de la planète. Pour autant, il y a une question qui se pose. Est-ce que ces avancées dans le monde professionnel servent vraiment à quelque chose ? Est-ce que finalement, ce n'est pas juste la petite partie visible de l'iceberg ? C'est ce que j'ai demandé à Antoine Mich pour savoir si l'écologisation ne devrait pas venir plutôt du monde amateur. Tous les acteurs et les deux mondes vont être concernés. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment une priorité. Ce qui est sûr, c'est que ce qui existe dans le football professionnel vient au départ du football amateur, bon, avec des années de décalage, hein, le temps que les personnes grandissent et se professionnalisent, mais c'est essentiel dans le monde amateur parce qu'on est sur la question des valeurs, des messages, des pratiques, et quand elles sont acquises, quand en tout cas elles sont devenues un sujet important, on les retrouve ensuite dans le secteur professionnel, dans le football professionnel. Donc le football amateur n'est surtout pas oublié. La Fédération française de foot et autres acteurs ont déjà mis en marche certaines actions là-dessus, ce qu'ils appellent la RSO, la responsabilité des organisations, dont l'enjeu écologique. Et le football professionnel, lui, a son importance et est primordial parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est visible, essentiellement. Quand on est dans les médias, on parle plutôt du club de Ligue 1 qui a gagné ou perdu son match de Coupe d'Europe que du match du week-end dernier entre deux équipes de petits clubs de quartier. Voilà. Même si ce qui fait souvent vivre les gens au quotidien pour le football, les fameux 2 millions de licenciés et quelques, et les 15 000 clubs, c'est essentiellement le football amateur. Et c'est là qu'on apprend le football et qu'ensuite, peut-être pour certains, on devient professionnel. Donc, les deux sont extrêmement importants et c'est pour ça que, entre autres, Football Écologie France s'adresse aux différents acteurs et ne fait pas de favoritisme, entre guillemets, en proposant ces solutions, que ce soit pour le football amateur ou le football professionnel, voire plein d'autres acteurs du football, des sponsors, des équipementiers, des riverains de stade, des collectivités, voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un vrai plan d'action global avec toutes les parties prenantes et que chacun active ses leviers. Sauf que pour l'instant, les têtes d'affiche du foot ne se battent pas vraiment pour prendre la parole et parler d'écologie. La Ligue professionnelle de football, la LFP, a signé un partenariat en avril 2019 avec le WWF, mais cette alliance avec l'ONG n'a honnêtement pas provoqué de réaction en chaîne. Toutefois, récemment, Wendy Renard, la joueuse de l'Olympique lyonnais, a rejoint le WWF France et a participé à une campagne de communication. Mais à part elle, eh bien c'est le calme absolu. Mais alors pourquoi est-ce que l'on n'entend pas de grandes stars ? Où sont-elles ? D'autant que ça pourrait même être assez inquiétant finalement si toute une génération de footballeurs n'en avait que faire de la planète et du climat. On n'a pas forcément le droit d'évoquer les noms, mais en tout cas certains ont une prise de conscience beaucoup plus importante qu'on ne pourrait l'imaginer et ont envie d'agir, ce qui n'est pas forcément simple parce que prendre la parole sur ça, je le disais, c'est parfois un sujet un peu technique et comme on est sous les feux de la rampe, sous les projecteurs, c'est pas évident. Mais en tout cas, on commence effectivement à travailler avec certains joueurs connus et on essaiera de faire certaines actions derrière qui permettront aux autres et à la population en général de prendre conscience de tout ça. Avant de vous quitter, je vais juste revenir une dernière fois sur la question des transports. L'Euro de foot, repoussé d'1 an à l'été 2021, va être complètement éclaté. Il ne va pas se disputer dans un seul pays comme d'habitude, mais dans 12 villes. Rome, Londres, Munich ou encore Saint-Pétersbourg par exemple. Ce qui veut dire que les trajets en avion vont être démultipliés et l'empreinte écologique de l'événement risque d'être très élevée. Mais pour Antoine Mich, ce n'est pas forcément une très mauvaise nouvelle au final. Oui et non, c'est-à-dire que cette compétition, je pense qu'elle a été imaginée il y a quelques années dans un contexte où on n'avait pas encore cette conscience assez forte dans le sport de l'impact environnemental et des enjeux, en tout cas de la responsabilité aussi du sport dans la société en général. Et au contraire, c'est une opportunité parce que ça met en exergue certains points sur lesquels les instances du football, entre autres, doivent travailler en lien avec les clubs et tous les acteurs du monde du football. Donc c'est un peu comme la Coupe du Monde au Qatar en 2022, ça va mettre en avant certains sujets et donc c'est l'occasion, c'est une opportunité pour les travailler et faire en sorte que les prochaines compétitions ne soient pas forcément dans la même configuration et pensées différemment et donc avec un impact bien moindre en termes d'environnement.
Alors l'idéal, c'est de ne pas essuyer les plâtres évidemment, mais c'est vrai que des compétitions comme ça, un peu comme les JO aussi, sont pensées plusieurs années en avance, voire 5 ou 10 ans en avance, et donc on a une inertie en fait entre la décision et l'action qui est effectivement préjudiciable en l'occurrence. Bon, et puis pour résumer, comment faire pour devenir un éco-supporter ? Tout d'abord, le plus important, c'est de faire attention à son mode de transport. Ça peut paraître évident, mais il faut quand même le rappeler. Il y a plusieurs options, le vélo, les transports en commun, ou alors si c'est compliqué, prendre sa voiture, mais faire du covoiturage, ne surtout pas rouler seul dans sa voiture. Une fois au stade, vous avez un petit creux, vous avez envie de manger quelque chose de gras pendant que vous regardez 22 hommes faire du sport, et bien là, évitez de manger de la viande. Faites attention aussi à vos déchets, c'est important. Et enfin, si vous voulez acheter un maillot de votre équipe préférée, regardez la matière, il existe peut-être en polyester recyclé. Mais évidemment, le fait qu'il soit fait à partir de plastique recyclé ne doit pas vous pousser à la surconsommation, sinon ça ne sert plus à rien. Vous venez d'écouter le 12e épisode de Y'a le feu au lac, un podcast Ouest France. C'était le dernier épisode de la saison. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci pour vos messages sur Twitter. Merci pour les commentaires laissés sur les applications de podcast. Merci aussi d'avoir mis 5 étoiles quand vous le pouviez. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard, sachez-le. Si cet épisode vous a plu, si la saison entière vous a plu même, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et si vous voulez entendre une nouvelle saison de Y'a le feu au lac, dites-le moi sur Twitter ou en commentaire également. Cette fois, je ne vous dis pas à dans 2 semaines, mais n'oubliez pas... Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.